À la fin du XIXe siècle, l'Espagne était une nation qui marchait parmi les fantômes et les ombres d'un passé qui ne lui appartenait plus. Cet empire légendaire, celui-là même qui, sous le commandement de Carlos Ier et la main de fer de Felipe II, avait dessiné avec du sang et de l'or les cartes du monde connu, s'écroulait maintenant dans un silence tragique et absolu. Il ne restait plus trace des tercios qui faisaient trembler le sol de l'Europe par leur simple présence, ni des galions chargés d'argent qui traversaient les océans en défiant les éléments. Ce qui restait était une structure vermoulue, un bâtiment d'apparence majestueuse, mais pourri dans ses fondations, soutenu seulement par un orgueil blessé et par des colonnes qui menaçaient de s'effondrer au premier souffle du vent. La grandeur était toujours là, mais elle était piégée. Il vivait dans la pénombre des musées, dans les statues de bronze que le temps avait verdies, et dans les portraits de rois oubliés qui regardaient du passé avec des yeux de profonds reproches. Mais si l'on regardait la réalité de la rue, si l'on s'éloignait des tableaux de Velázquez, la vérité était déchirante. En 1895, l'Espagne était une nation vieillie avant son temps. Une nation épuisée, saignée par des décennies de guerre civile fratricide et profondément divisée par une haine politique que personne ne savait plus expliquer, mais que chacun était prêt à défendre le fusil à la main. Le pays a survécu sous le système de la Restauration Bourbon, une structure politique qui était, en réalité, un grand mensonge organisé sous un voile d'élégance. On parlait de démocratie dans les cafés de Madrid, mais dans les provinces, on pratiquait la fraude la plus flagrante. On parlait d'ordre public et de paix, mais cette paix reposait sur le despotisme le plus cruel et le plus étouffant. Un petit groupe de privilégiés, une élite qui vivait dans une bulle de verre et de soie, partageait le pouvoir, l'argent et l'influence dans les casinos et les salons aristocratiques, tandis que le reste de l'Espagne sombrait dans la boue de l'ignorance et de l'oubli. Dans la capitale, les voitures brillaient sous la lumière des nouveaux lampadaires et les dîners de gala semblaient n'avoir aucune fin. Il régnait une paix artificielle, une tranquillité achetée grâce à la tromperie et au pacte de bureau. Mais à quelques kilomètres de ces palais, la vraie Espagne, l'Espagne qui transpirait et souffrait, hurlait de douleur dans un silence que personne ne voulait entendre. Des millions de paysans du sud, d'ouvriers des usines du nord et de familles entières de Castille ont survécu dans la misère la plus absolue, l'analphabétisme qui enchaînait leurs esprits et l'absence totale d'avenir décent. Le fossé entre l'Espagne officielle, celle des ministres et des discours vides, et la véritable Espagne des champs assoiffés, n'était pas une simple fissure, c'était un abîme obscur que personne n'osait traverser par peur de ce qu'il trouverait de l'autre côté. Tandis que le monde extérieur courait à une vitesse vertigineuse vers l'avenir, l'Espagne semblait marcher à reculons, toujours tournée vers un hier qui ne reviendrait pas. De grandes puissances industrielles comme l'Angleterre, la puissante Allemagne ou les États-Unis, émergents et ambitieux, étaient en train de forger une nouvelle ère de l'acier et de la vapeur. Ils ont construit des usines gigantesques qui assombrissaient le ciel de la fumée du progrès, ils ont lancé des cuirassés blindés qui ont défié les tempêtes et les flottes ennemies, et ils ont tissé des réseaux ferroviaires qui reliaient les coins les plus reculés de la planète. Mais notre nation est restée enchaînée. Enchaînée à d'anciens tarifs qui en protégeaient quelques-uns, à des dettes publiques qui engloutissaient le budget national avant qu'il n'atteigne le peuple, et à des structures quasi-féodales qui étouffaient toute tentative de modernisation de l'esprit du pays. Et juste au moment où la nation était à son point le plus fragile, l'horizon d'outre-mer a commencé à devenir rouge sang. Cuba, Porto Rico, et les lointaines Philippines. Les derniers joyaux d'une couronne qui n'avait plus d'éclat, mais qui refusait de lâcher ses trésors. Les derniers vestiges de cet ancien empire où un jour le soleil ne s'est pas couché, ont commencé à brûler simultanément comme si le destin avait accepté de rassembler toutes les dettes. Il ne s'agissait pas de simples révoltes locales de paysans mécontents. En 1895,
L'insurrection cubaine éclata avec une fureur, une mystique et une organisation que le gouvernement de Madrid, dans son arrogance coloniale et son aveuglement politique, ne put comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Les rapports des espions parvinrent jusqu'au bureau des ministres avertissant du danger imminent, de la poudre qui s'accumulait dans les jungle, mais les réponses furent lentes, maladroites et chargées d'une arrogance aristocratique qui coûterait la vie à des milliers de jeunes soldats espagnols. De l'autre côté de l'Atlantique, un jeune, prédateur fort et affamé surveillait chacun de nos mouvements avec un calme terrifiant. Les États-Unis, le nouveau géant industriel du continent américain, ne considéraient pas le conflit avec un souci humanitaire, ils le considéraient avec une avidité stratégique implacable. Ils étaient assis à la table du destin, attendant le moment précis, l'ultime erreur diplomatique, pour se jeter sur la proie blessée et revendiquer leur part du monde. Ils étaient les ingénieurs d'un nouvel ordre mondial qui savaient parfaitement que le temps de l'ancienne Espagne était révolu, et ils étaient plus que disposés à lui donner l'élan final vers le précipice de l'histoire. L'atmosphère dans les ports espagnols était électrique, lourde, chargée d'une tension qui pouvait être coupée au couteau dans chaque taverne de marins et dans chaque caserne d'infanterie. Le monde entier a retenu son souffle, parce qu'il savait qu'il était sur le point d'assister à un événement qui allait changer à jamais les manuels scolaires. Le coup de grâce, l'humiliation finale qui mettrait fin, une fois pour toutes et pour toujours, à 4 longs siècles de domination espagnole sur la surface de la terre. L'Espagne n'était pas simplement confrontée à une rébellion de paysans mécontents sur une île lointaine, elle était confrontée à la fin angoissante et sanglante d'une époque qui ne reviendrait jamais. À l'aube de 1895. L'écho profond du grito de Berre rompit le silence lourd et humide des jungles de Cuba. Mais il ne s'agissait pas d'une révolte ordinaire, ce n'était pas le soulèvement désordonné des décennies précédentes que Madrid pouvait réprimer avec de vaines promesses. C'était une guerre d'indépendance moderne, un combat planifié avec une précision presque chirurgicale et alimenté par la plume, le feu mystique et sacré de José Martí. Martí n'était pas seulement un leader politique, c'était un prophète de liberté qui avait réalisé l'impossible, unir les vieux généraux des guerres passées avec une jeunesse avide de souveraineté et de dignité. Même si le destin voulait qu'il tombe bientôt lors de la bataille de Dorio, sa mort ne marqua pas la fin de l'insurrection, mais la naissance d'un martyr invincible. Sa silhouette est devenue une ombre qui courait dans tous les coins de la brousse, un esprit qui alimentait le courage des Mambis alors qu'ils se cachaient parmi la végétation épaisse, attendant le moment précis pour lancer leur charge à la machette contre les troupes espagnoles fatiguées. La réponse de Madrid à cet incendie qui menaçait de tout dévorer a été désespérée, maladroite et finalement brutale. Ils envoyèrent le général Valeriano Weller, un homme de fer et à la volonté inébranlable qui croyait fermement que la guerre ne pouvait être gagnée qu'avec l'extermination totale de la volonté de l'ennemi. Weller comprend vite que les rebelles ne sont rien sans le soutien logistique et moral du peuple, et décide d'appliquer sa politique la plus sombre et la plus controversée, la reconcentration. C'était un décret impitoyable qui condamnait des centaines de milliers de paysans innocents, des vieillards qui pouvaient à peine marcher, des femmes désespérées et des jeunes enfants, à quitter leurs maisons, leurs animaux et leurs récoltes pour être enfermés dans des villes entourées de barbelés et de fossés profonds. L'objectif stratégique était clair, vider les campagnes pour laisser les rebelles sans nourriture, sans abri et sans information. Mais le résultat humain fut un véritable enfer sur terre qui entachera à jamais l'image de l'Espagne. Dans ces camps de concentration, la mort est devenue le seul compagnon constant et sûr. La faim a dévoré les corps jusqu'aux os, le typhus et la variole se sont propagés comme une peste biblique dans des conditions de surpopulation et inhumaines, et le taux de mortalité a atteint des niveaux si atroces qu'il a choqué la conscience du monde entier. Ces images d'enfants affamés regardant la caméra les yeux vides et d'hommes transformés en squelettes vivants ne sont pas restés isolés sur l'île. Ils ont traversé l'océan main dans la main avec des journalistes audacieux et sont devenus le parfait carburant pour la machine de presse internationale.
Les grands journaux de l'époque, surtout dans des États-Unis qui aiguisaient déjà leurs griffes, décrivaient l'Espagne non pas comme une nation civilisée d'Europe, mais comme un bourreau médiéval, un monstre assoiffé de sang et sans âme qui se nourrissait de la souffrance des innocents. L'opinion publique mondiale a commencé à bouillir d'une indignation soigneusement alimentée, criant pour que quelqu'un arrête le carnage que l'Espagne commettait dans son désespoir aveugle pour ne pas lâcher son dernier et le plus précieux joyau colonial. Mais tandis que le feu et la maladie consumaient les Caraïbes, à l'autre bout du monde, dans les jungle humides, étouffantes et dangereuses des îles Philippines, une autre mèche s'était allumée avec la même intensité. Là, dans l'obscurité des loges secrètes et des réunions clandestines aux chandelles, la société Katipunan a conspiré pour porter le coup final à la domination espagnole dans le Pacifique. L'Espagne, une nation avec un trésor public complètement vide, avec une monnaie dévaluée et une économie mortellement blessée par la corruption, a été contrainte de mener deux guerres brutales, coûteuses et simultanées dans deux hémisphères opposés de la planète. C'était un cauchemar logistique qu'aucune puissance de l'époque n'aurait pu supporter longtemps. Avec un océan de distance infinie entre les deux. Madrid a dû envoyer des milliers de jeunes soldats recrutés de force, pour la plupart des enfants qui n'avaient jamais quitté leur village et qui ne savaient même pas localiser Cuba sur une carte, mourir dans des pays étrangers pour un drapeau qui ne les nourrissait plus. Beaucoup n'ont même pas vu le visage de l'ennemi, ils sont morts avant de débarquer à cause des fièvres tropicales, de la chaleur insupportable qui a fait fondre leur volonté et du manque total et criminel de matériel médical de base. L'État espagnol n'avait pas d'argent pour payer le charbon qui propulsait ses navires, ni le pain rassis pour ses soldats, ni le minimum de médicaments pour ces milliers de blessés qui pourrissaient dans des hôpitaux improvisés. L'Espagne était épuisée, vide de ressources et de morale, luttant contre le temps, contre la géographie et contre une histoire qui la dévorait jour après jour. L'Empire saignait par toutes ses artères ouvertes, et ce que personne à Madrid ne voulait encore accepter, c'est que le véritable ennemi, le plus puissant et le plus meurtrier, n'avait pas encore montré ses vraies cartes dans ce jeu mortel pour la domination mondiale. Au nord de Cuba qui souffre et saigne, une jeune puissance, dynamique et massivement industrialisée regardait les eaux des Caraïbes avec les yeux froids d'un propriétaire qui revendique ce qu'il croit être le sien par la force. Les États-Unis ne voyaient pas l'île de Cuba comme une simple colonie en difficulté, ils n'éprouvaient pas de pitié pour les paysans morts dans les villes de Weller. Ce qu'ils ont vu à Washington était une gigantesque entreprise sucrière, une position militaire stratégique qui était la clé principale pour contrôler le futur canal de Panama et, surtout, l'arrière-cour nécessaire à son expansion en tant qu'empire mondial. Ils n'avaient pas besoin d'une véritable raison morale, mais ils savaient que pour conduire un peuple à la guerre, il fallait d'abord empoisonner son âme. Et c'est à cela qu'ils servaient. Les architectes de la haine. Dans les rédactions de New York, des hommes comme William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer dirigeaient une machine de guerre faite d'encre et de mensonges. Hearst l'avait dit clairement, vous affichez les photos, et je publierai la guerre. Dans leur bureau, la vérité n'avait aucune valeur. Ce qui comptait, c'était de vendre des millions d'exemplaires et d'allumer un feu dans le cœur des citoyens américains que rien ne pouvait éteindre. Ils ont inventé les viols de femmes américaines par des officiers espagnols, ils ont inventé des massacres qui n'ont jamais eu lieu, et ils ont dépeint le soldat espagnol comme un animal assoiffé de sang, un être inférieur qui doit être anéanti au nom de la civilisation. Le décor était planté pour la grande tragédie, et le destin, ou peut-être une main noire, a fourni l'excuse parfaite dans l'obscurité d'une chaude nuit de février. Le 15 février 1898, le port de la Havane semblait calme. Mais à 9h40 du soir, le monde a changé pour toujours. Le cuirassé américain USS Maine s'est envolé dans les airs dans une explosion infernale qui a illuminé le ciel cubain comme s'il était en plein jour. Le rugissement était si brutal qu'il fut entendu dans toute la ville, tandis que l'acier du navire se tordait comme du papier sous la chaleur du feu.
266 marins américains moururent à cet instant. Certains ont été désintégrés par l'explosion, d'autres se sont noyés, coincés dans les compartiments du navire qui s'enfonçait rapidement dans la boue du port. Ces cris d'agonie marquent le début du compte à rebours pour l'Espagne. À Madrid, la panique s'est emparée des ministères. Le gouvernement espagnol, conscient qu'une guerre contre le géant américain serait un suicide collectif, un massacre insensé, a immédiatement proposé une enquête commune. Ils ont juré devant Dieu, devant la presse et devant les ambassades de toute l'Europe que l'Espagne n'avait rien à voir avec l'explosion. Ils ont proposé de désarmer les mines, ils ont ouvert leur dossier, ils ont imploré une chance de prouver leur innocence. Mais personne ne se souciait de la vérité. La phrase avait déjà fait la une des journaux new-yorkais bien avant que la fumée du Maine ne se dissipe. Le cri de guerre a balayé les rues d'Amérique comme une peste, souviens-toi du Maine. Au diable l'Espagne! C'était un cri qui ne supportait aucun dialogue, un cri qui ne demandait que du sang et du feu. L'ultimatum du président McKinley arriva à Madrid avec la froideur d'un bourreau. Ce n'était pas une proposition diplomatique, c'était une humiliation publique. Les États-Unis, avec une infinie fierté, ont proposé d'acheter l'île de Cuba. Il a offert de l'argent, des dollars tachés d'ambition, en échange que l'Espagne abandonne son honneur, baisse son drapeau et reparte par la porte dérobée de l'histoire, en silence et la tête baissée. Mais à Madrid, dans une cour qui vivait encore au XVIe siècle, l'orgueil était plus fort que la logique la plus élémentaire. Les hommes politiques espagnols, piégés dans leur propre mythe de conquête, dans la mémoire des tercios de Flandre et dans une idée de l'honneur qui n'avait plus sa place dans un monde de cuirassés en acier, ont répondu par une phrase qui a scellé le sort de milliers de jeunes, l'honneur de l'Espagne n'a pas de prix. C'était un acte de romantisme héroïque qui nous paraît fou aujourd'hui. C'était un suicide diplomatique impardonnable. L'Espagne, avec une flotte de vieux navires en bois et en fer qui pouvaient à peine naviguer, avec une armée de recrues affamées qui mouraient de dysenterie dans les jungles, et sans un seul allié sur tout le continent européen, venait de déclarer la guerre à la première puissance industrielle de la planète. Tandis que dans les ports espagnols les mères disaient au revoir à leurs enfants qui marchaient vers une mort certaine, à Washington, les généraux trinquaient déjà au champagne. Ils ne se préparaient pas à une guerre égale, ils se préparaient à une exécution technique. Le géant d'acier était sur le point d'écraser le géant d'argile, et la tragédie à venir laisserait dans l'âme de l'Espagne une cicatrice qui ne guérirait pas avant 100. Les dés étaient jetés, et le sacrifice de toute une génération d'Espagnols était sur le point de commencer sous les canons d'une nation qui ne connaissait aucune pitié. La guerre ne s'est pas décidée dans les tranchées de boue, ni dans les jungles denses et suffocantes de la jungle, elle s'est décidée dans les eaux profondes et sombres de l'océan, et ce fut un carnage technique que le monde n'oubliera jamais. Dans la lointaine baie de Cavite, dans les îles Philippines, la tragédie a commencé par une aube qui apportait une odeur de mort. L'escadre de l'amiral Montojo était un groupe de navires fatigués, fantômes d'une autre époque avec des coques en bois ou en vieux fer qui pouvaient à peine rester à flot. Lorsque la flotte américaine de l'amiral Dewey est apparue à l'horizon, il n'y a pas eu de bataille, il y a eu une exécution froide et systématique. Les canons en acier américains modernes tiraient à une distance que les vieux canons espagnols ne pouvaient même pas atteindre. Un à un, les navires espagnols furent déchirés par des projectiles qui traversèrent le fer comme s'il s'agissait de papier. Le bruit du métal qui se tordait sous le feu ennemi était assourdissant, un cri d'acier qui se mêlait au hurlement des marins. Les Espagnols, en proie aux flammes et entourés par l'eau bouillante des explosions, ont refusé de se rendre. Ils combattirent avec une rage désespérée jusqu'à ce que leur navire se transforme en tombeau de fer, s'enfonçant lentement dans la boue de la baie. En quelques heures, la présence espagnole dans le Pacifique avait été anéantie, laissant derrière elle une traînée de fumée noire et le silence d'une défaite absolue. Mais le drame le plus profond,
celui qui briserait le cœur de la nation, était sur le point de se produire dans les eaux des Caraïbes, au large de l'embouchure de la baie de Santiago de Cuba. Là, l'amiral Pascual Cervera, un homme qui incarnait l'honneur de l'ancienne marine, reçut l'ordre le plus amer de toute sa vie, il devait emmener sa flotte au large. C'était un ordre suicidaire, dicté depuis les confortables bureaux de Madrid par des hommes politiques qui préféraient voir leur navire couler avec honneur plutôt que de se rendre par pure logique. Cervera savait parfaitement ce qui l'attendait dehors. Un mur de cuirassés américains, géant d'acier blindé, rapide, moderne et armé d'une puissance de feu dévastatrice qui surpassait leurs navires à tous points de vue. Il savait qu'il envoyait ces hommes, ces jeunes marins qui commençaient tout juste à vivre et qui lui faisaient confiance, vers une mort certaine, cruelle et insensée. Ce matin de juillet, le soleil brûlait sur le pont. L'amiral Cervera, vêtu de son uniforme de cérémonie, il ajusta ses boutons et regarda une dernière fois ses officiers avec une tristesse infinie dans les yeux. Il a décidé que son navire, l'infante Maria Teresa, partirait le premier. Il voulait être la première cible, il voulait recevoir le premier impact pour que ces hommes sachent que leur chef ne les abandonnait pas dans cet enfer de feu. Lorsque le premier navire espagnol franchit la sortie de la baie, tout l'horizon s'enflamma. La flotte américaine n'a fait preuve d'aucune pitié. Ce n'était pas un combat entre égaux, c'était une chasse au canard à une échelle monumentale. Les navires espagnols, surpassés en vitesse, tentèrent de fuir près de la côte tandis qu'ils étaient bombardés sans relâche par des projectiles qui désintégraient tout ce qu'ils touchaient. Les terrasses en bois devenaient des feux de joie flottants impossibles à éteindre. Des marins ont été brûlés vifs à côté de leurs pièces d'artillerie, tirant jusqu'à ce que le métal soit chauffé au rouge, défendant un drapeau qui ne pouvait plus les protéger. Les Vizcaya, l'amiral Ocando, les Christophe Colomb, furent poursuivis comme des proies blessées et criblés de balles jusqu'à ce que leur capitaine, dans un dernier acte de miséricorde envers leurs équipages, décidèrent de les échouer contre les rochers pour sauver les quelques hommes qui respiraient encore. Pendant que les navires espagnols brûlaient sur le rivage, projetant une colonne de fumée visible à des kilomètres de distance. L'amiral Cervera fut sauvé de l'eau, à moitié nu, blessé à l'âme et vaincu, par les mêmes marins américains qui venaient de détruire son monde. Ce jour-là, entre la fumée noire qui couvrait la côte cubaine et les cris des blessés gisant sur le sable, non seulement une escouade de braves hommes est morte. Ce jour-là, l'empire transocéanique qui étonnait autrefois la planète mourut définitivement. Les derniers échos des navires de Charles Ier et de Philippe II coulèrent sous les vagues, dévorés par l'acier d'une puissance nouvelle qui ne comprenait ni le romantisme ni les honneurs anciens. L'histoire de l'Espagne a changé à jamais en une seule matinée de feu, de sang et de honte politique. C'était la fin d'un rêve de 400 ans, éteint par le bruit des canons modernes. Alors que l'Empire s'effondrait au milieu des chuchotements des dépêches de Paris et de la fumée des batailles navales, dans un coin reculé, oublié et étouffant de l'île de Luçon, le temps semblait s'être complètement arrêté. Dans la petite église de la ville de Balé, une structure en pierre entourée par l'immensité de la jungle philippine, 50 soldats espagnols se sont barricadés avec une détermination qui défiait toute logique humaine. Ces hommes ont refusé d'accepter l'impensable. Pour eux, le drapeau rouge et jaune continuait de flotter fièrement sur un territoire que l'Espagne, au loin de l'Europe, avait déjà formellement cédé. Ce qui a commencé comme une défense militaire est devenu une odyssée de survie qui durera 337 jours. Presque une année entière d'isolement absolu, de silence et de résistance qui frôlait la folie la plus profonde. Entourés de milliers de révolutionnaires philippins qui ne comprenaient pas pourquoi cette poignée d'hommes continuait à se battre, les soldats espagnols affrontèrent des ennemis bien plus meurtriers et invisibles que des balles de plomb. Le beriberi, la dysenterie et la faim la plus atroce sont devenus les véritables attaquants de l'Église. Les corps dépérissaient, les peaux collées aux os et les esprits commençaient à faiblir sous le poids d'une chaleur qui ne laissait aucun répit.
Il mangeait des rats qui chassaient parmi les décombres, des reptiles qui se faufilaient entre les fissures et les feuilles amères pour tromper un estomac qui ne se souvenait plus du goût du pain. Chaque nuit était une bataille contre le désespoir, et chaque matin un miracle de volonté. Les assiégeants philippins, dans un geste d'une étrange humanité, leur jetèrent des journaux frais apportés de Madrid pour leur montrer que la guerre était terminée depuis des mois. Ils leur criaient que l'Espagne s'était rendue, qu'il n'y avait plus d'empire à défendre, que leurs familles les attendaient chez eux. Mais le détachement espagnol, dirigé par une fierté inébranlable et une méfiance née de l'isolement, croyait que tout cela n'était qu'une ruse, un mensonge brillant de la part de l'ennemi pour lui faire baisser la garde et rendre la place. Ils vivaient dans une bulle temporelle où l'Espagne était encore une puissance mondiale. Ils ignoraient que leur pays avait été humilié, que leur navire était au fond de la mer et qu'ils ne possédaient plus rien dans cet hémisphère. Ce n'est que lorsque le lieutenant Martin Cerezo, les yeux embués par la fatigue et la maladie, a lu dans un journal espagnol un reportage insignifiant et personnel sur le sort d'un camarade qui ne pouvait être faux, que le bandeau du déni est finalement tombé de ses yeux. La réalité les a frappés plus durement que n'importe quel coup de canon. Ils n'étaient plus des héros défendant une frontière, ils étaient des naufragés d'une histoire qui les avait laissés derrière eux. Quand les portes de l'église de Ballets se sont finalement ouvertes, aucun soldat vaincu n'en est sorti. Des spectres ont émergé, les ombres ambulantes d'un ancien honneur qui n'avait plus sa place dans le nouveau siècle. Les Philippins, qui tentaient de les tuer depuis près d'un an, restèrent bouche bée d'étonnement. Émus par une résistance aussi absurde qu'héroïque, ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été humiliés. Ils les ont laissés partir avec les honneurs de guerre, les appelant amis et leur donnant de la nourriture. C'était le dernier acte d'une armée qui, techniquement, n'avait plus de pays à défendre. Les derniers Philippines ont clôturé, avec leur sang, leur entêtement et leur sacrifice, le dernier chapitre de 4 siècles de présence espagnole dans le Pacifique. Une fin épique pour un empire qui refusait de mourir, même s'il n'y avait plus rien pour lequel se battre. Le 10 décembre 1898, dans la froideur des bureaux parisiens, l'Espagne signait son acte de décès de puissance impériale. C'était une scène surréaliste et douloureuse. Pour à peine 20 millions de dollars, un chiffre qui était une insulte sanglante après 4 siècles d'histoire, de sang versé et de civilisation construite, le pays a soudainement cédé Cuba, Porto Rico, les îles Philippines et Guam. Un an plus tard, dans un dernier geste désespéré de faillite technique et morale, l'Espagne vendit les îles Carolines, les Mariannes et les Palau à l'Empire allemand. L'inventaire de l'Empire était terminé. Il fallut redessiner les cartes, et l'Empire où le soleil ne se couchait jamais, celui qui dominait les destinées de l'humanité depuis l'époque des rois catholiques, fut finalement laissé dans l'obscurité. Mais le véritable désastre, la blessure qui mettrait des générations à guérir, n'était ni territoriale ni économique. Ce fut un désastre moral qui pénétra jusqu'aux os de chaque citoyen. Le retour des soldats survivants fut la claque de la réalité qui sortit la nation de son long rêve de grandeur. Les ports espagnols étaient remplis d'hommes blessés, affamés, vêtus de haillons et abandonnés à leur sort par le même État qui les avait envoyés à l'abattoir. Ces spectres ambulants étaient le miroir dans lequel l'Espagne était obligée de se regarder, et ce qu'elle voyait était une nation vieillissante, malade d'orgueil et vide d'avenir. Au milieu de ce vide, de ce silence amer de défaite, s'élève le cri désespéré de la génération des 98. Les intellectuels, les poètes et les philosophes comme Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja et Valle-Inclán, n'ont pas cherché de coupable à Washington ou à Londres. Ils ont cherché les causes du désastre dans les entrailles même d'une Espagne qui avait refusé de se moderniser, qui s'était accroché aux gloires du passé tandis que le présent lui glissait entre les doigts. L'Espagne me fait mal, a écrit Unamuno l'âme brisée,
résumant en 3 mots les sentiments de tout un peuple qui se sentait orphelin de sa propre histoire. La nation avait perdu ses derniers joyaux d'outre-mer, mais dans cette douleur, dans cette cure d'humilité imposée par les canons américains, une nouvelle Espagne allait naître. Une Espagne obligée de cesser de regarder les cartes des conquérants pour se tourner vers la réalité de ses champs et de ses écoles. Le 19e siècle s'est terminé pour nous comme une tragédie grecque, dans la fumée de la poudre, les pleurs des mères et la perte d'un monde qui ne reviendra jamais. C'était la fin d'un rêve de 400 ans, une leçon brutale sur l'arrogance des empires et la fragilité de l'honneur lorsqu'il n'y a ni pain ni acier pour le soutenir. Je m'appelle Mentor Noriega, et aujourd'hui nous avons assisté à l'effondrement du dernier géant. L'histoire continue, mais l'empire, cet empire qui un jour a changé le monde, a disparu à jamais dans les marais de 98.